un podcast des bibliothèques de la ville de Paris. Panthère Cosmique, le podcast de la médiathèque Françoise Sagan. Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être venus si nombreuses, beaucoup nombreuses, pour cette discussion entre deux autrices, donc Ada Lyon et Claire Touzard, qui, sous une forme ou une autre, on va en parler, s'empare d'un sujet devenu grande cause nationale. Il paraît même que Miss France en a parlé le jour, la santé mentale, qui est une attribution qu'on pourra elle-même questionner, cette notion de santé mentale. Dans votre récit, Ada Lyon, qui est intitulé donc « Mon vrai nom est Elisabeth », cette voix disparue, c'est celle d'Elisabeth, qu'on appelle Betsy, que tous ses proches appellent Betsy. Et c'est sur les traces de cette femme que part la narratrice, une étudiante en thèse. Betsy est son arrière-grand-mère. C'est une femme issue de la bourgeoisie catholique. Elle a une histoire qui est à la fois tragique et qui est en même temps extrêmement banale, puisqu'elle a été lobotomisée dans l'immédiate après-guerre, ou dans la décennie qui a suivi l'après-guerre, comme des dizaines de milliers de personnes, jusque dans les années 80. Et puis ensuite, elle a été psychiatrisée, enfermée dans un établissement durant la majeure partie de sa vie adulte. Ada Lyon, tout commence par une thèse en cinéma ou en histoire. Et en même temps, le récit brasse une matière qui n'est pas seulement visuelle, loin de là, mais qui est bien écrite et sonore. Il y a énormément de lettres reproduites, des dossiers administratifs. Il y a aussi beaucoup de retranscriptions d'entretiens. C'est une œuvre patchwork qui fait venir beaucoup de matériaux très différents. Comment avez-vous travaillé, comment vous avez trouvé et travaillé cette forme qui est par ailleurs votre premier ouvrage ? Bonsoir. Alors ce livre, c'est ma thèse, c'est-à-dire que c'est vraiment le même texte, c'est pas un texte que j'ai retravaillé après. C'est une thèse en cinéma, ça part d'une thèse en cinéma, mais c'est plus largement un cadre qu'on appelle de recherche-création, qui n'est pas forcément un mot qui vous est familier, mais qui désigne des thèses dont la forme ne répond pas à des codes académiques, qui s'interrogent sur ce qu'apporte à la recherche le fait de ne pas respecter des codes académiques, à commencer par l'emploi de la première personne du singulier, le je, pour guider la narration. La forme, je dirais que ça a été à la fois la recherche la plus longue de tout ce processus, parce que c'était donc ce livre, c'était à la fois ma thèse. Quand j'ai décidé que j'allais en faire un livre, ce qui déjà en soi a été un long processus, mais quand j'ai décidé que j'allais le faire, c'était à la fois ma thèse. C'était un livre que je voulais, un livre accessible au grand public, je veux dire accessible matériellement, un livre qui puisse être diffusable, parce que ce qui m'a motivé, ce qui a motivé ma décision d'en écrire un livre, c'est justement le fait que quand j'ai commencé à raconter ce que je faisais, mon enquête et l'histoire d'Elisabeth, c'était en fait systématique que les personnes à qui j'en parlais me disent « mais c'est dingue ce que tu dis là, parce que moi, dans ma famille, il y a cette figure de mère, de grand-mère, d'arrière-grand-mère, de tante, ces méchantes femmes, ces spectres vraiment des histoires familiales. » Et en fait, à chaque fois, ça générait des discussions très longues sur ces personnages et sur la manière dont elles nous avaient influencés, nous, femmes avec lesquelles j'étais en train de discuter. C'est ces discussions-là qui m'ont donné le désir d'en faire un livre accessible, donc un livre de littérature. Et enfin, le dernier destinataire de ce livre, c'était ma famille, puisque j'avais trouvé des choses. C'est-à-dire que la différence entre le récit familial dont je partais, c'est-à-dire André, mon arrière-grand-père, le patriarche parfait qui a tout bien fait et qui a fait ce qu'il a pu pour sa femme, la différence entre ça et ce que j'avais trouvé et le récit auquel j'arrivais moi était tellement extrême, avec des données tellement concrètes, des documents tellement, que je pouvais présenter à ma famille, que c'était quasiment de l'ordre de la dette, du devoir de leur montrer ça. Et je vous raconte tout ça pour vous dire que quand même, mon gros problème, c'était que je devais écrire donc un texte qui était à la fois un livre de littérature, une thèse et un document à l'intention de ma famille. Et en fait, ces trois injonctions sont à la fois ce qui m'a rendu la forme extrêmement compliquée à trouver, et en même temps qui ont fait cette forme, je pense, parce que je crois que c'est le seul endroit où j'ai eu la sensation, quand j'ai trouvé cette forme-là, qui entremêle trois fils, en gros, le récit d'enquête, les documents d'archives et les entretiens familiaux, j'ai eu la sensation que c'était la seule forme qui me permettait de répondre à ces trois injonctions-là. Et vous l'avez trouvé de vous-même, ou c'est aussi un travail avec un éditeur qui vous a aiguillonné là-dessus ? Non, j'ai justement, par rapport à ces trois pôles, le jour où j'ai
où je suis arrivée à ça, je l'ai envoyé en même temps à des maisons d'édition, à mes directeurs de thèse et à ma famille. Donc ils ont vraiment reçu le texte. Il y a eu un peu de retravail par derrière, mais en termes de forme et d'organisation, c'était déjà comme ça. Vous, Claire Touzard, à l'inverse, c'est votre 3e ouvrage, si je ne me trompe pas. Vous écrivez vous-même dans Folie et Résistance, j'avais rêvé d'être Marguerite Duras, il n'est jamais trop tard. Mais pourquoi, pour évoquer ce sujet si intime de la folie, pourquoi le choix de l'essai, d'autant que c'est un essai où tout de suite, dans les premières pages, vous parlez en première personne, hein, vous dites on m'a posé ce diagnostic de bipolarité. Et finalement, vous produisez quelque chose qui fait penser à la démarche d'Adèle Lyon, mais cette fois-ci adressée à vous-même, c'est-à-dire une sorte de mise en examen des différentes pièces de votre vie que vous retraversez à l'aune de ce diagnostic de bipolarité. Comment, de votre côté, vous avez travaillé avec cette histoire intime, et puis en même temps embrassant une matière tout à fait considérable, qui est celle des nombreux essais et des nombreux ouvrages de tout type, universitaires, essais journalistes, podcasts, que vous avez brassés pour écrire Folie et Résistance. Je crois que ce livre, il est un peu le reflet de ce que j'ai vécu quand j'ai reçu cette nouvelle de mon trouble, parce que j'étais un peu dérangée par ce diagnostic. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais il y avait un truc qui ne me plaisait pas. À la fois, il y avait une sorte de soulagement. En fait, il se trouve que donc, le premier livre que j'ai écrit, Sans alcool, était un récit intime qui aussi avait une forme un peu d'essai, où je questionnais la place de l'alcool dans nos sociétés à travers mon arrêt de l'alcool, puisque j'avais des problèmes d'addiction à l'alcool. Et là, en fait, c'est quelques années plus tard. Normalement, j'aurais dû... dans Sans alcool, à la fin, il y avait un truc un peu... Voilà, j'étais arrivée à des conclusions, j'allais aller mieux, etc. Et en fait, quelques années plus tard, je ne vais pas mieux du tout. C'est-à-dire que l'arrêt d'alcool a, au contraire, distingué mes troubles. J'ai pu comprendre que j'avais des troubles psychiques grâce à l'arrêt d'alcool. Donc, au contraire, mon cas s'est un peu empiré au fil des années. J'ai vécu un postpartum extrêmement compliqué, etc. Donc, je suis arrivée à un stade, quand j'ai commencé à écrire Folie et Résistance, où en fait, j'avais plein de nouvelles questions qui émergeaient. Et j'avais pas envie de reprendre la forme que j'avais prise avec Sans alcool et aller au fin fond de mon intimité. Je sais pas pourquoi, j'avais plutôt envie d'explorer des questions que je me posais par rapport à ce diagnostic. Et notamment, très vite, il y a ce terme de folie qui est arrivé. Parce que, en fait, même si l'ordre psychiatrique essaye d'enlever absolument le terme de folie de tous nos diagnostics, en vérité, ce terme, il reste là. Parce que derrière la psychophobie et la vision des troubles psychiques, il y a un imaginaire de la folie quand même qui est très persistant. Et puis, c'était un stade de ma vie où j'étais très engagée, où je me radicalisais aussi politiquement et où on me traitait de folle, mais c'était plus lié finalement à mon militantisme. Et par ailleurs, j'ai réalisé qu'en fait, on m'avait souvent traitée de folle, mais que ce n'était pas vraiment associé à mes troubles psychiques, mais plutôt à mon mode de vie. Le fait que je sois grande reporter, le fait que je sois féministe, tout ça s'est rassemblé et j'ai voulu comprendre en fait la dimension politique et sociale de la folie. Et en explorant cela à travers mon expérience personnelle du trouble psychique. Et ça, pareil, c'est une forme que vous avez immédiatement proposée à cet éditeur-là ou c'était déjà... En fait, très bizarrement, les livres parfois apparaissent comme ça. Au moment où j'ai eu mon diagnostic, les éditions Divergence m'ont contactée pour me proposer d'écrire un livre. Et en fait, j'ai hésité entre deux thèmes, mais celui-là est apparu assez clairement et j'ai écrit le livre en 4 mois, il faut le dire. Donc, je me suis enfermée et j'ai ingurgité énormément de données. Et en fait, notamment les livres de Bell Hooks, qui est une de mes autrices préférées et qui est beaucoup dans ces formes-là, où se mélange le récit intime et l'essai. Parce qu'en fait, moi, tous mes livres, ils partent de toute façon d'observations personnelles pour aller vers des questions plus universelles et dans le sillage de beaucoup d'autrices qui m'ont guidée mes écrits en général. Adèle Lyon, dans les premières pages de votre livre, alors ça commence par, je crois qu'on peut le dire, ce sont les premières pages par le suicide d'un des grands-oncles de la narratrice.
Un enfant d'Elisabeth, exactement, qui est donc le personnage principal. Et ensuite, assez rapidement, la narratrice est dans une voiture avec ses grands-parents. C'est le deuxième confinement. C'est une voiture dans laquelle la grand-mère elle-même dit que c'est un véritable cocon, un second foyer. Et assez bizarrement, c'est un récit où les bruits du monde sont assez absents. C'est-à-dire que Betsy et André se marient pendant la guerre. Et cette guerre est assez lointaine. Tout est assez lointain, la guerre d'Algérie. Et par ailleurs, comme il y a pas mal de va-et-vient historique, puisqu'on suit à la fois l'histoire de Betsy et puis la quête de la narratrice, ça fait un huis clos familial, alors une grande famille, mais où la scène politique est assez en retrait. Ce qui est l'inverse chez vous, Claire Touzard, où justement vous racontez à quel point les fracas du monde, et notamment la guerre génocidaire dont sont victimes les Gazaouis, ça marque un moment de bascule politique certes, mais aussi intime. Est-ce qu'on peut dire que Betsy, peut-être, elle étouffe justement d'être cette femme d'intérieur dans une famille qu'on sent très... c'est beaucoup d'enfants, c'est beaucoup de liens familiaux, c'est des fortes croyances religieuses également. Et tandis que dans votre récit, dans Folie et Résistance, Claire Touzard, c'est l'inverse. La souffrance vient peut-être d'une trop grande porosité au monde. Et quand même, la grande différence entre le livre de Claire et le mien, c'est que je ne suis pas Elisabeth. Donc, je ne parle pas... le personnage principal... ça me fait rire que vous disiez la narratrice. C'est une précaution que personne n'a jamais prise jusqu'ici. Voilà, déjà, ce n'est pas depuis son point de vue que je parle. Et ce n'est même pas son point de vue que j'essaye de restituer, jamais. En revanche... je pense en réalité que le monde extérieur et les événements extérieurs de l'époque, tels qu'on y a accès depuis aujourd'hui, sont partout. On peut les croiser à différents niveaux, c'est-à-dire que, par exemple, les fiançailles d'André et Elisabeth, puis leur mariage, et un événement en particulier qui va se passer pendant le mariage arrive. Toute la correspondance aussi, du coup, tout ça est pendant la guerre, donc c'est le déclenchement des troubles en 1942, le fond historique, c'est la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi des moments, j'en viens là où je veux en venir, mais par exemple, Elisabeth, elle est internée pendant 17 ans après la lobotomie, elle sort en 1967, c'est-à-dire un an avant 1968, parce que arrive à l'hôpital psychiatrique, donc celui où elle est internée, mais aussi plus largement dans les institutions psychiatriques françaises, des psychiatres qui sont formés à une école différente, notamment la psychothérapie institutionnelle, mais même de manière générale à une sensibilité différente aux patients, aux patientes, etc. Quelque part, à la toute fin, mon grand-père parle de l'Algérie en pleurant. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire pour lui, je ne l'explicite pas en tout cas. En fait, ces signaux, ils sont présents partout. Je n'invite pas du tout à ne pas y faire attention, c'est plutôt que je pense que j'essaye d'inverser l'ordre habituel de notre regard sur l'histoire, qui est justement de partir des grands événements pour éventuellement, peut-être, et encore rarement, arriver aux conséquences sur les populations effectives ou sur les individus effectifs, mais au contraire, de m'en tenir à l'endroit de l'intime pour mesurer l'impact en fait de ces événements-là, les remous de ces événements-là sur des histoires intimes. Mais ce focus, ce grand angle, il peut totalement être pris et on peut complètement faire une lecture de Mon vrai nom est Elisabeth et de l'histoire d'Elisabeth en se notant ce qu'elle traverse aussi historiquement, et je pense que ça donne plein d'informations sur son histoire. Oui, parce qu'en effet, c'est en filigrane, il y a tout un portrait de la société française, et puis avec justement, ça en dit long aussi sur les relations conjugales, charge à la lectrice, au lecteur de s'emparer de ces signaux-là et d'en faire quelque chose, et de tresser ce portrait de la grande scène que, pour le coup, vous, Claire, vous affrontez. Et à un moment, vous dites, je laissais ma vie de travailleuse, ma vie de mère, et je sortais. Je crois que c'était militer justement pour alerter sur le sort des Gazaouis. Donc il y a vraiment, pour le coup, aussi parce que y a cette phrase, je crois, qui est au début du livre, où une connaissance me dit t'as été diagnostiquée bipolaire, mais c'est pour ça que t'es engagée pour Gaza. Et en fait... et donc cette phrase a vraiment résonné pendant longtemps, parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'elle veut dire par là, en fait,
Et en fait, elle voulait dire qu'il y avait une forme de folie à être contre ce génocide, mais aussi il faut se rembobiner 2 ans auparavant où personne n'osait parler de la Palestine parce qu'il y avait énormément d'amalgames qui étaient diffusés sur les médias, personne n'osait parler du sort des Palestiniens, etc. Et moi, je l'ai fait. Et donc, elle considérait que c'était fou parce que je mettais en danger ma carrière. Et donc, c'était intéressant parce que, effectivement, de toute façon, le militantisme a toujours été vu comme une forme de folie, puisque ça défie des normes. Et donc, c'était intéressant parce que, finalement, ce qu'elle trouvait de plus fou chez moi, c'était ce militantisme. Ce n'était pas forcément l'expression de mes troubles psychiques. Donc, le livre est aussi beaucoup parti de cela, c'est-à-dire, il se demande qu'est-ce qu'on trouve fou aujourd'hui, finalement. Et la réponse est généralement de défier un cadre néolibéral, un cadre capitaliste qui nous empêche de parler parce que la menace serait de perdre nos emplois. Et donc c'était intéressant tout ça de partir de cette phrase-là pour moi et de questionner tout cela, de me demander aussi, est-ce que c'est parce que je suis bipolaire que je suis militante ? Je crois qu'il y a un ensemble de choses. Donc oui, mon livre, il pose toutes ces questions-là, la fonction sociale de la folie, qu'est-ce qu'on considère fou, qu'est-ce qui est fou en contraire aujourd'hui, qu'est-ce qui serait irrationnel. Donc oui, il y a une porosité au monde qui est certaine, oui. Si on reprend cette dialectique entre la scène politique et la façon dont des femmes le reçoivent, si je reprends la vie de Betsy, elle à travers justement toutes les chronologies dont vous jouez, et notamment les dernières pages où le récit est retissé dans une forme de présent, elle devient presque une figure ahistorique. Je cite la dernière phrase parce qu'elle dévoile pas non plus le fin mot de l'histoire, mais c'est « elle est jeune, elle a le temps ». Et il me semble qu'elle est aussi construite dans votre récit un peu comme un personnage de cinéma. Elle est accompagnée de tout un écheveau de références visuelles. Alors, il y a, que vous nommez explicitement, il y a Rebecca de Daphné du Maurier qui a été tournée ensuite par Hitchcock. Vertigo, évidemment, puisqu'elle est à la fois Betsy et Elisabeth. On pense aussi à la Laura d'Otto Preminger. Il y a, je crois, vous faites mention de Gaslighting, qui est un film sur la coercition conjugale et la déréalisation du quotidien pour une femme à qui son mari veut faire croire qu'elle est folle. Et puis, il y a bien sûr le personnage stéréotype par excellence qui est la folle qui incendie. Et ça, c'est la femme de Rochester dans Jane Eyre. Comment avez-vous pensé ce dialogue avec tout ce patrimoine visuel ? Alors, je dis bien patrimoine parce qu'il me semble que de tous ces réalisateurs que je cite, il y a vraiment une forme de male gaze sur ces figures de la folie et de l'hystérie. Et là, je pense notamment à ce que raconte Pauline Chanu, qui participait, je crois, à votre rencontre à Montreuil, qui a réalisé un très, très beau podcast, où elle raconte comment l'hystérie a donné aussi des figures esthétiques. Ça a été mis en spectacle au tournant du XXe siècle. Est-ce que vous aviez tout ça en tête et comment ça a dialogué avec votre propre recherche ? Moi, mon point d'entrée, il était vraiment... je viens pas du tout de l'histoire de la médecine. Je viens pas du tout de l'histoire. Je viens pas de l'histoire de la médecine. Je viens pas de l'histoire de la psychiatrie. Donc, c'était présent en moi. Enfin, cette histoire de l'hystérie, ce sous-texte-là, il était présent en moi avant tout en tant que féministe et intéressée par ces sujets-là, mais pas en tant que... pas approfondie dans la recherche à cette époque et à ce stade. Mon entrée dans ces motifs et dans leurs critiques, c'est fait par le cinéma et par la critique féministe du cinéma. Et alors pour le dire plus concrètement et plus explicitement, je donnais un cours de cinéma à des élèves de licence, dont il y en a une ici d'ailleurs que j'ai vue, qui était un cours où on n'avait absolument pas de programme, absolument pas de directive, rien. Et c'est dans le cadre de ce cours que j'ai vu Rebecca, le film d'Hitchcock, et que au départ c'est vraiment une obsession de ma part, c'est-à-dire que je vois ce film et que quelque chose m'appelle, me sidère dans ce film, et je me mets à le voir littéralement partout dans les autres films que je vois, aussi parce que c'est finalement un film, et Hitchcock lui-même par ailleurs, qui n'a cessé d'être cité et repris dans l'histoire du cinéma. L'idée que j'ai à cette époque-là et que j'essaye de développer dans mes cours, c'est celle du double féminin fantôme,
qui est l'idée d'un personnage. Donc ce sont des récits où le personnage principal est toujours une jeune femme qui est au moment de son apprentissage de l'âge adulte en quelque sorte, et que l'on va confronter dans le récit à une autre figure de femme qui est tout ce qu'elle ne doit pas être. Et si vous voulez, le personnage féminin va accomplir son apprentissage de ce qu'on veut qu'elle devienne dans la société, donc la bonne épouse, la bonne mère, etc., en faisant face à un contre-modèle qui lui indique tout ce qu'il ne faut pas être. Donc la mauvaise épouse, celle qui ne veut pas d'enfants, la femme adultère, la menteuse, la criminelle, etc., etc. Ça, c'est un schéma narratif très ancien. Alors, ce qui nous vient en tête immédiatement, c'est Jane Eyre, ce roman de Charlotte Brontë. On a comme ça ce que la critique anglo-saxonne a appelé « the mad woman in the attic », la folle du grenier. Mais en fait, c'est un motif qui est sans doute encore bien antérieur. Et voilà, que Daphné du Maurier, puis différents cinéastes vont décliner, toujours avec ce même male gaze, mais même au-delà de ça, cette espèce de schéma complètement patriarcal, d'en faire des films d'éducation à une certaine féminité, à un âge où, comme par hasard, le personnage féminin peut devenir personnage principal d'un film. Ce qui est aussi très, très nouveau, c'est-à-dire que Rebecca, le film d'Hitchcock, c'est aussi le premier film où les outils de représentation cinématographique, de création de points de vue par la caméra, les effets de caméra, etc., sont mis au service d'un point de vue féminin. Donc l'idée, c'est un peu, ok, on va faire des sujets féminins, des personnages sujets, mais bon, faut quand même pas trop déconner, il faudrait pas que ça devienne n'importe quoi, donc on lui met une sorte de contre-modèle féminin pour orienter ce personnage dans la bonne direction. Mais ce que je voulais dire, c'est que ces récits-là de double féminin fantôme qui m'ont obsédée dans l'histoire du cinéma, j'avais pas du tout fait le lien avec l'histoire d'Elisabeth, et j'avais pas compris, quand j'ai commencé mon enquête, que s'il m'intéressait tant, c'est parce qu'Elisabeth, c'était précisément mon double féminin fantôme. C'est-à-dire celle qui, de la même manière, dans ma famille, servait à toutes les femmes qui arrivaient près de la trentaine, à l'âge où elles devaient se marier et avoir des enfants, à leur dire « Surtout, ne prenez pas des voies de traverse, parce que ce qui va vous arriver, si vous prenez ces voies de traverse, de la connaissance, de l'indépendance, des carrières artistiques, de l'homosexualité, enfin tout ce qui ne va pas dans leur petit cadre, là, si vous prenez ces voies de traverse, ce qui va vous arriver, c'est la folie, la lobotomie, l'exclusion sociale, etc., etc. » Et ce qui était encore plus dingue, c'est qu'au fur et à mesure que je rentrais dans l'histoire d'Elisabeth et que je découvrais sa biographie, c'est comme si son histoire réelle, les événements de son histoire, rejouaient ces récits de double fantôme. Je vous donne un exemple qui est le plus parlant. Jane Eyre, Rebecca finissent par un incendie qui est justement le moment où la sorcière brûle avec le bûcher, quoi. Enfin, cette espèce de réémergence de ce motif du feu. Qu'est-ce que je trouve dans la biographie de Betsy, dont je n'avais aucune idée, qu'elle brûle le château la veille de son mariage, et que ça a été un élément finalement comme un acte manqué de ce mariage qui posait problème à plein de niveaux. Et c'est un exemple, mais parmi d'autres, c'est comme si petit à petit, cette histoire que j'étais en train d'écrire devenait un récit de double fantôme, mais depuis évidemment un point de vue émancipateur et non pas dans la convention. Et alors, est-ce que vous avez songé à une réalisatrice qui pourrait faire de votre livre un film? Oui. C'est en cours de négociation. Pareil, je me sape comme un garçon, que j'ai de la poigne comme un patron. Je pars à la guerre, je défends mon frère, je fais des affaires comme un garçon. Mais moi je bosse comme une fille, je suis patronne comme une fille. Je défends mes droits, je peux les perdre comme les autres filles. C'est pas mon genre comme un garçon de me laisser faire. Mais comme une fille, on m'a appris à toujours me taire. Rentre pas trop tard comme une fille, change de trottoir comme une fille, marche plus vite comme les autres filles. Et si je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers, quelle importance si je l'ai. Virile, fille virile, depuis que je suis... On a parlé donc de la dimension esthétique et de la folie. Vous, Claire Touzard, ça se pose à un autre endroit. Vous avez parlé rapidement du fait qu'on vous disait tu es folle d'aller en gros vous engager, d'aller dans la rue en soutien à des causes politiques. Et ça marque à quel point la folie fait l'objet d'un rapport assez compliqué aussi dans la scène politique, qui est à la fois de stigmatisation, mais aussi d'héroïsation.
vous parlez de vous-même et vous parlez aussi dans votre ouvrage d'une tradition de pathologisation des opposants politiques. Vous revenez notamment sur l'histoire assez méconnue de Danielle Craven, qui a été elle-même assassinée froidement par les gendarmes français parce qu'elle portait une cause politique. Et ça, c'est probablement vraiment la stigmatisation justement de la folie dans la scène politique. Mais il y a aussi, peut-être plus marqué à gauche, enfin peut-être pas, mais sûrement dans les sciences sociales, à l'inverse, une forme d'héroïsation de la folie qui est vue comme une forme de messianisme. Peut-être les marginaux, les fous verraient avec une sensibilité extra aiguë, ça ouvrirait des perspectives politiques. Vous le dites un peu vous-même, je vous cite, les marginaux pointent notre lâcheté, notre égoïsme, et elles sont les corps humains vivant de tout ce que nous acceptons d'inacceptable. Elle matérialise l'injustice. Comment vous attrapez cette question peut-être de la dimension messianique de la folie? Il y a plusieurs choses. D'abord, sur le fantôme, c'est intéressant parce que toutes les autrices que j'ai lues aussi, donc je parlais de Bell Hooks, elle dit que la notion de folie, elle est enfermante inconsciemment, c'est-à-dire qu'en fait, elle-même, quand elle a grandi, par exemple, en tant que femme racisée, on lui a toujours dit, en fait, ne sois pas trop politique, ne sois pas trop militante, ne parle pas trop fort, ne te fais pas remarquer, sinon tu vas être traitée de folle et donc être enfermée. Et cette notion d'enfermement, elle est hyper importante parce que on a toujours pensé que la médecine, que la science, etc., étaient là pour soigner, pour nous accompagner, alors qu'on a découvert et qu'on découvre quand on regarde l'histoire qu'en fait, ils aussi et beaucoup été là pour nous enfermer et qu'ils ont été beaucoup un relais de l'État et du pouvoir politique en place et d'une installation de normes ou d'ordre moral en fait, qu'il faudrait suivre. Donc c'est intéressant aussi de regarder la médecine ou la science qui ont été écrits quand même par des hommes blancs qui en général ont aussi installé le capitalisme, le colonialisme et tous ces super systèmes qui sont en place aujourd'hui. Et donc l'ordre psychiatrique ou l'ordre médical avait une fonction, et il y a toujours une fonction qui est en fait coercitive. Pas que, parce qu'il y a des soignants qui essaient de bien faire leur métier, etc. Mais le système qui est mis en place, en tout cas, est là pour enfermer les femmes et les minorités. Donc ça, c'est une première chose. Et on pourrait dire que c'est aussi un relais politique dans le sens où on voit à travers l'histoire que toutes les femmes qui ont voulu se battre contre le patriarcat, que tous les militants noirs, notamment dans les années 60, qui ont voulu lutter pour les droits civiques, ont été pathologisés, psychiatrisés. On a même inventé des maladies, c'est-à-dire que les militants noirs, par exemple, étaient considérés comme étant schizophrènes, ou on a parlé de psychose noire, et ont été enfermés dans les hôpitaux psychiatriques. Donc cette notion de folie, elle est intéressante parce qu'elle a vraiment une fonction politique, en fait, qui est de disqualifier le discours des gens qui se sont opposés à un moment donné à un ordre moral, aussi de pouvoir les enfermer, d'être une sorte de relais en fait des prisons, que ce soit pour les femmes, les minorités, et la psychiatrie aussi, à travers ces diagnostics, a, comment dirais-je, pathologisé des identités, des genres, etc. Jusque dans les années 70, par exemple, le DSM, qui est la Bible des psys, a considéré que l'homosexualité était un trouble mental. Et quand on sait ça, en fait, il y a évidemment beaucoup de questions, même via mon propre diagnostic, qui se posent aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on considère comme rationnel ? C'est quoi cette norme, finalement ? C'est quoi ne pas être anormal ? C'est quoi ne pas être marginal ? C'est quoi ne pas être... Et c'est intéressant, parce qu'on a construit une rationalité qui, en fait, est tout sauf rationnelle. C'est-à-dire les systèmes qu'on a mis en place sont complètement illogiques puisqu'ils créent juste de la souffrance sociale et un chaos total. Donc est-ce que finalement les gens qu'on considère comme étant des fous ne sont pas les plus lucides ? Ça, c'est des questions intéressantes, mais après, il ne faut pas pour autant romantiser
ou fantasmer le trouble psychique, dans le sens où son quotidien est très précarise les gens, les font souffrir, etc. Je le sais parce que je suis bipolaire et mon quotidien n'est pas du tout romantique, je vous le dis. Cet enfermement et cette notion de folie qu'on met sur plein de choses et cette discrimination précarise et discrimine. Et voilà. Donc tout mon livre, il est là-dessus. Il est sur, je ne sais pas si c'était la question, sur cette psychiatrisation du bon sens, en fait, ou en tout cas cette instauration de normes jusque dans la psychiatrie et dans l'état politique qui se répondent en fait à travers l'histoire. Et on peut se demander si aujourd'hui le diagnostic ne souffre pas aussi de ça. Aujourd'hui, le diagnostic, ce qui dérange, c'est qu'il enferme dans de nouvelles choses qui est un ordre néolibéral où on individualise les pathologies, enfin les troubles, où on individualise la souffrance sociale, alors que souvent c'est des causes systémiques. Puisque voilà, si les femmes souffrent, si beaucoup de personnes souffrent, en général, ça vient du système et pas forcément comme on essaye de le faire croire, de leur vécu familial, de leur terreau, etc., etc. Et moi, j'essaie toujours de tendre un miroir aux gens qui nous traitent de fous ou d'anormaux, etc., au système et de renvoyer toujours à la fonction politique, voilà, des choses. Pour rebondir là-dessus, donc il me semble, alors c'est très clair chez vous, Claire, Adèle, vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, vous êtes plutôt sur une lecture complètement débiologisante de la folie, ce qui apparaît plutôt comme une réaction à un environnement coercitif, voire franchement violent. Et pourtant, votre ouvrage ne cesse aussi de revenir sur la question de la transmission et de la filiation. Et est-ce que, quelque part, c'est le point de départ de la narratrice, c'est aussi la question que vous posez en parlant de votre père, Claire. Comment, au terme de cet ouvrage, au terme de sa réception, Adèle, est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir réglé une forme de dette familiale, puisque par ailleurs, il y a des réactions très contrastées parmi les membres de votre famille. Il y en a certaines qui refusent totalement de parler, et d'autres qui, au contraire, livrent un récit. Je pense notamment à la nièce de Betty que vous retrouvez à la fin de l'ouvrage. On a parlé de la réception de l'éditeur, mais comment justement votre famille a pu recevoir cette question cette norme transmise et dont vous dévoilez en fait les dessous? Alors, on est parti du biologique, donc ça fait un chemin un peu long jusqu'à cette question, mais que je peux essayer de relier quand même sur, par exemple, une réaction... les réactions ont été à peu près aussi différentes que le rapport à la parole et à l'enquête, en fait, pendant l'enquête elle-même. C'est-à-dire avec des personnes... Je dirais que les personnes n'ont globalement pas changé de position. C'est-à-dire les personnes qui étaient très opposées à la parole l'ont été encore plus. Et aujourd'hui, c'est mon livre qui est devenu la nouvelle chose dont on n'a pas le droit de parler dans la famille, de leur côté, avec le même effet que j'adore, qui est que tout le monde le lit. Donc finalement, ça fonctionne très bien, leur système. Et avec de l'autre côté, des personnes qui avaient l'intuition que la parole pouvait leur permettre, pouvait permettre à elles-mêmes et aux générations ultérieures d'éviter en fait des répétitions et de soigner certains traumas qui se sont passés, et ces personnes-là se sont complètement faufilées, même investies de ce livre, et ça a ouvert les vannes sur beaucoup d'autres choses, et c'est devenu je pense par exemple à Chérubin, ma tante, qui me dit qu'elle a toujours beaucoup posé de questions sur Elisabeth, etc., qui, à la fin de la lecture de mon livre, m'a envoyé un texto en me disant j'ai toujours détesté mon grand-père, donc André, celui dont personne n'a jamais pu rien dire, j'ai des envies de meurtre, comme si tout d'un coup pouvait sortir cette parole qu'elle n'avait pas pu dire, qu'elle n'avait jamais pu dire, littéralement. Et après, c'est là où je fais le lien avec le biologique, ce qui est frappant, c'est quand même que des personnes comme par exemple mes grands-parents, qui soutiennent complètement ma démarche, sont en capacité de lire cette histoire sans s'y opposer, continuent à me dire mais tu te rends pas compte, Betty était vraiment malade.
Et en fait, ça, c'est le livre de Claire m'a beaucoup aidé là-dessus, parce que moi, ça me rendait dingue, en fait, quand il me disait ça, mais elle était vraiment malade, parce que pour moi, il disait, et je pense que c'est ce qu'ils disent, quand ils disent ça, elle a vraiment, organiquement, dans un petit endroit de son cerveau, logé une défaillance génétique qui fait qu'elle est malade. Alors que ce que je devrais leur répondre, et ce que le livre de Claire m'a fait comprendre, c'est que ce n'est pas parce que je ne crois pas en ça, et que je pense réellement que, j'ai presque envie de dire ça n'existe pas, que la réalité de ces troubles et de cette souffrance n'est pas absolue. C'est-à-dire que, dans ce cas, Elisabeth était vraiment malade. Elisabeth avait vraiment une souffrance qui demandait du soin. Enfin, c'est presque le paradoxe duquel tu pars et qui, moi, nourrit aussi beaucoup mes discussions avec ma famille, parce que je leur fais comprendre que ce vraiment, il n'est pas, tu me parlais de la vérité tout à l'heure, il n'est pas à l'endroit où ils pensent, eux, qui est de la vérification organique de ce qu'on peut voir et observer sur des microscopes ou sur des IRM, mais il est dans la vérité du vécu de la personne qui est Elisabeth. Et il n'est pas pour autant moins vrai, au contraire. Et vous l'estimez de votre côté, après, puisque c'est la question qui ouvre votre démarche, est-ce qu'il y a des risques que je sois folle? Vous l'estimez totalement réglé après l'écriture de cet ouvrage, de votre côté c'est juste que folle, tel que ce que je croyais que c'était quand j'ai commencé à me poser la question, ça n'a plus aucun sens pour moi. Est-ce que je suis aussi en danger de cette société, des relations que je peux nouer avec mon entourage? Oui, ça oui. C'est-à-dire que c'est plus que la peur s'est déplacée. C'est plus une peur de sa propre intériorité et du gène qui pourrait déconner à l'intérieur, mais une peur de me retrouver et de me mettre dans des situations dans lesquelles je pourrais vivre et traverser des traumas ou des souffrances telles que cette souffrance psychique-là pourrait m'arriver. Claire, vous de votre côté, dans les premières pages de votre ouvrage, et vous l'avez évoqué à nouveau, vous évoquez un postpartum compliqué, la fragilisation que ça entraîne. Donc la question de la transmission, elle est à la fois présente sur la figure de votre père que vous évoquez explicitement, et puis sur celle de votre enfant qu'on devine. Ça fait le lien aussi avec Betsy, qui a eu 6 enfants en quelques années, en 7 ans, voilà, et qui, à la naissance de son 2e enfant, notamment, fait ce qu'on appelle une psychose puerpérale. Je crois que c'est ça le terme médical. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez le sentiment aussi d'avoir réglé la question de la dette familiale et de la transmission par rapport à à la fois la question biologique, mais surtout la cellule familiale qui peut rendre malade aussi? Alors moi, les gens sont habitués à ce que mes livres soient des pavés dans la mare familiaux, parce que mon premier livre, quand même, parlait de mon problème d'alcool, mais aussi du problème d'alcool de toute ma famille. Ce qui a quand même été assez... Mais en fait, c'est intéressant parce que ça a généré beaucoup de discussions, en fait, sans alcool. Et ensuite, les gens, aujourd'hui, ont beaucoup réfléchi sur leur consommation d'alcool. Et donc, c'était vraiment intéressant. Donc, ils s'étaient déjà préparés. Le terrain était préparé pour Folie et Résistance. Même ma grand-mère lit sur ma bipolarité, etc. Donc, je ne sais pas si j'ai réglé une dette ou quoi. Je pense que ce qui est important pour moi, c'était de dire que l'expression de la souffrance n'est pas une folie. Parce que je pense que les femmes de ma famille, notamment, se sont beaucoup contenues, avec toujours cette image aussi qu'il faut prendre sur soi quand on est une femme. On galère à tous les niveaux, on a un postpartum, ma mère a élevé 3 enfants toute seule, elle a vécu des violences pas possibles, etc. Mais il y avait quelque chose de l'ordre de, dans cette génération, il faut être une femme forte, il faut se taire, et elle ne réalisait pas l'arnaque que c'était qu'on leur dise ça, en fait, parce que ça voulait dire globalement avaler la souffrance, avaler les traumatismes, avaler les violences. Parce que c'est comme ça qu'on est une femme intègre, etc. Et je pense que ce qui fait peur aujourd'hui, c'est le cri. C'est dire, non, en fait, c'est pas possible. Exprimer sa souffrance, avoir la liberté de le faire. Et je pense que ça, c'est important. Donc, quelque part, je pense que j'ai aussi autorisé
ma mère notamment a exprimé peut-être sa souffrance et a considéré que ce n'était pas une folie, mais que c'était en fait juste normal que cette parole prenne de la place, que le silence cesse. Parce que moi, mon sujet aujourd'hui, il est de dire, mais qui ne devient pas folle ? Enfin, je veux dire, on sait aujourd'hui le poids que a les traumas sur le corps, à quel point ça crée des stress aigus. Je veux dire, une femme dans toute la totalité de sa vie, et encore plus si ça croise des oppressions comme le racisme, la transphobie, etc., reçoit un agrégat de violence tel que même le corps ne peut plus le supporter. C'est-à-dire que je sais qu'à chaque fois je renvoie au système, mais c'est-à-dire dans le système dans lequel on vit, c'est plutôt bizarre de me sentir bien, en fait. Enfin, je veux dire, c'est plutôt anormal de se sentir normal ou de se sentir en bonne santé mentale, en fait. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment, encore une fois, renvoyer au système et comprendre que dans les systèmes violents dans lesquels on vit, on ne peut pas vivre correctement et c'est normal de souffrir, en fait. Pourquoi elle n'en fait pas ? Pourquoi elle n'en fait pas ? Elle doit être si égoïste, elle doit être aussi carriériste. Ou elle n'a pas trouvé le papa. Elle rate sûrement quelque chose, quelque chose.